Eh ben, franchement, cette internationale, elle aurait été beaucoup plus intéressante que prévu et on peut remercier la Nations League. On l'a beaucoup critiqué évidemment, mais aujourd'hui, si on a vécu une soirée comme ça avec l'équipe de France et une séance de penalty comme ça, c'est grâce à la Nations League. Si on a vécu une journée comme ça, c'est grâce à la Nations League aussi parce qu'il n'y a pas eu que la France. Il y a eu l'Espagne, il y a eu le Danemark, il y a eu le Portugal, il y a eu l'Italie, il y a eu les Pays-Bas. On a eu 4 matchs de folie, plus 3 de folie, dont 2 sont allés au penalty et un match avec le Portugal qui s'est complètement emballé. On a eu des matchs de zinzin mental. Nous, côté français, évidemment, on est très heureux de ce résultat et de ce score, de cette victoire. Bon, 2-0, mais 3-0 grâce au penalty. Et comme je dis, on peut remercier la Nations League. Parce que sans cette compétition, moi, je m'étais noté, quand on n'arrivait pas à péter le bloc croate, qui était vraiment compact, je me suis dit, ouais, on marque à la 52e minute le premier but, je me suis dit, c'est dommage parce qu'on fait un match super. Même au but de Olysée, je me dis, on fait un match super, on est on est cohérent, concentré, extrêmement bon. On marque le but. Je me dis, ça va être compliqué. 30 minutes de suspens, on ne marque pas et on a du mal à cadrer des frappes. Et je me dis, c'est dommage parce qu'on gagne 1-0. Ça aurait été un pur match amical. Je me dis, là, on est une équipe incroyable parce que on gagne ce match à 1-0 et parce que on est très, 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 très fort et très abouti. C'est pas une victoire 1-0 à l'arrache. Non, c'est une victoire où tu domines un adversaire qui est très coriace. Et là, je me suis dit, oui, c'est un bon résultat, certes, voire un très bon parce que tu gagnes, mais j'ai cette petite amertume au fond de moi qui me dit oui, mais tu es quand même éliminé. Et même si avec le débrief, si on gagne le match que 1-0, etc., j'aurais ça dans ma tête de me dire oui, on a produit un beau football, on a été très bon, on a marqué, on s'est créé beaucoup pléthore d'occasions, et dans l'utilisation du ballon, ça a été très bon, ça a été très, très aéré. Et au final, on gagne avec un petit regret de se dire qu'on n'est pas qualifié parce qu'on se chie dessus au match aller. Et au final, on n'a pas eu ce sentiment-là parce que le match s'est emballé et on a réussi à marquer. Et ouais, c'est ce que propose cette Nations League parce que des matchs amicaux, et c'est la promesse qu'ils nous avaient faite. Les matchs amicaux sont parfois ennuyants contre des petites équipes. Là, on veut avoir un vrai allant. Et en plus, c'est pas Nations League pour Nations League, c'est Nations League qui te permet d'avoir des parcours un peu plus simples pour l'Euro et les Coupes du Monde, si je ne me trompe pas. Comme par exemple, grâce à cette quart de finale, si on se faisait éliminer, on passait dans un groupe à 5 pour les qualifs pour la Coupe du Monde 2026, si je ne me trompe pas. Donc, avec un groupe avec des équipes de merde, on aurait pris 2 matchs en plus, ça aurait été vraiment chiant et long à regarder et aucun apprentissage quasiment parce que c'est des équipes qui sont 15 000 fois inférieures à toi. Alors que si tu es en demi-finale, déjà, tu as beaucoup plus d'adversité dans la Champions League, mais surtout, pour les qualifs pour la Coupe du Monde, tu vas dans un groupe à 4 avec des équipes qui sont quand même un poil plus relevées, même si ça reste quand même de l'Europe et certaines zones de l'Europe où c'est vraiment très mauvais. Donc voilà, c'est 2 matchs en moins, 2 matchs de prépa en moins, donc tu peux moins bosser le truc, mais aussi tu peux moins te faire chier et moins user les organismes, même si tu as quand même du coup des matchs en plus qui compatissent, c'est pour ça que le système est des fois un peu mal fait. Mais du coup, ouais, on se retrouve en juin du coup pour le match contre le Portugal, qui s'est qualifié aussi. Et là, franchement, ça a été un match de pure folie. Un match, comment on pourrait dire ça, un match à sens unique, parce que quand tu vois les statistiques que je m'affiche sous les yeux, 2,61 XG pour l'équipe de France, 62% de possession, 28 tirs au but, seulement 8 cadrés pour le match en prolongation. Tu parles de 5 frappes cadrées, donc tu termines le match avec 13 frappes cadrées. Honnêtement, c'est passé. Avec le volume d'occasions qu'on s'est créé, j'ai pas envie de faire le mec, le français de base pessimiste, mais avec le volume d'occasions qu'on s'est créé, avec la domination territoriale qu'on s'est créée, avec le contre-pressing qu'on a instauré, avec les créatifs que tu avais sur ce terrain, j'ai ce regret de me dire que oui, on a qualifié, mais j'aurais quand même aimé voir un peu plus d'adresse devant le but et de finition. On va pas non plus tirer sur les joueurs parce que je trouve qu'on a fait un excellent match au global. Je vois pas un joueur qui a fait un match un peu en dessous et des joueurs qui ont été un peu plus discrets, notamment Théo Hernandez Théo Hernandez parce que je me dis que défensivement on n'a quasiment pas subi. La Croatie cadre aucune frappe, et termine, je sais pas si c'était le site qui bug, mais c'est marqué zéro frappe cadrée. Ah non, c'est en prolongation. Ah, je me disais bien. Il termine le match avec seulement 5 frappes et zéro cadré. Franchement, on les a déglingués. J'ai aimé voir l'équipe de France comme ça. Il y a eu quelques phases de possession où on a un peu stressé, où on ne faisait pas forcément les replis, mais plus le match avançait, plus le match était un peu décousu défensivement, dans le sens où si la première vague de pressing, s'il est doué, s'il est Barcola, s'il est Olysée, Dembélé, Mbappé, ils arrivaient à passer ce rideau. Là, c'était compliqué. Si Tchouaméni ne mettait pas le pied, là, par contre, on aurait été en grand danger. Et c'est pour ça que j'ai envie de souligner le travail d'Aurélien Tchouaméni qui a encore fait un match ce soir dans la lignée de sa saison qui est complètement ahurissant. Je me mets les stats là sous les yeux. 122 passes, 89% de passes réussites, donc 91 sur 102. 7 passes en profondeur, donc 4 qui sont réussis. 10 duels au sol, donc 8, dont 8 remportés. 9 duels au sol, dont 7 remportés. Ça a été incroyable. 4 tacles reçus, 3 interceptions, 2 dégagements.
une aisance technique pour mettre le pied magnifique. Il a pas cessé de monter en puissance. Si on était aussi serein défensivement dans les certains replis, c'est grâce à lui parce qu'il nous a comblé des brèches, mais il nous a récupéré des ballons, mais plein de fois. Son duo avec Koné, ça a plutôt bien marché. De son de la compétition de départ, il y avait six changements, si je ne me trompe pas, avec Upamecano à la place de Konaté, Théo Hernandez à la place de Lucas Digne, Koné à la place de Guendouzi, Olise à la place de Rabiot et Barcola à la place de Randal Colomoni. C'est bien 6 changements. Évidemment, beaucoup plus offensifs, axés sur l'offensive. Comme je le disais sur TikTok, sur le côté gauche, Théo Hernandez, pour moi, c'était l'homme qui était pertinent parce qu'avec 2 buts de retard, c'est un profil beaucoup plus offensif que Lucas Digne. Balle au pied, il pourrait créer plus de danger. Il a gratté quelques fautes de son côté, Théo Hernandez. Même s'il rate son penalty, il a quand même gratté quelques fautes. Il a créé du danger dans la zone de la Croatie. Et ouais, c'est pour ça que je me suis dit, Hernandez, ça peut être un bon atout sur le côté gauche. On n'a pas besoin d'un Digne pour défendre parce qu'on savait que ils n'allaient pas mettre le but, mais on savait qu'ils allaient tous derrière. Ils étaient à 5 derrière, des fois 6 derrière. Je me remets les fautes. Ils ont fait 24 fautes. Ils ont fait 10 fautes de plus que nous. Ils ont mangé 6 cartons jaunes. Toute la défense a eu un carton jaune. Même Livakovic, le gardien, c'est pour vous dire à quel point ils ont subi, à quel point, quand on a vu le coup de final des prolongations tirées, on les a vus par terre parce que c'est difficile de tenir. Et ils ont réussi à tenir. On peut leur tirer, on peut leur tirer notre chapeau sur le fait qu'ils ont réussi à tenir une intensité comme ça, de courir autant après le ballon parce que franchement, on a instauré des phases de possession, on a instauré une telle domination que franchement j'étais très, pas étonné, mais je me suis dit, avec l'équipe qu'on a, avec les Olysée, avec les Barcola, avec Dembélé, Mbappé, il y a trop de folie, il y a trop de qualité, il y a trop de potentiel pour que ça ne marche pas. Et Olysée ce soir, j'ai envie de tirer mon chapeau parce que ce soir, Olysée, il a fait son match référence avec les Bleus. Il a fait un match incroyable, impliqué sur les 2 buts, mais c'est tout son rôle sans ballon qui a été très important pour moi parce que dans les décrochages, dans les permutations avec tous les offensifs, que ça a vraiment bien coulé, ça a vraiment bien marché, il y avait énormément de mouvements, mais surtout dans sa zone à droite, là j'ai sa hitmap, c'est n'importe quoi à droite, vraiment il a un gros volume de jeu, pas limite rond central, mais un peu excentré entre le rond central et la surface de réparation, c'est là où il a été le plus utilisé, le plus trouvé, le plus cherché, parce que sans cesse, il participait au jeu. Il était un relais pour les jeux de possession, quand il relançait la balle dos au pied, dos au jeu, pardon. Il a vraiment été très impactant sur ce domaine-là où il servait de relais, où il a une deux touches de balle, ça va vite. Tu as l'impression que le ballon, tu ne peux pas lui prendre tellement il est à l'aise balle au pied. Et c'est franchement pour ça que moi j'ai aimé le match aujourd'hui de Michael Olise. 7 duels réussis sur 12. Et franchement, ça ne m'étonne même pas parce qu'il a fait un gros match ce soir dans l'utilisation du ballon, dans ses déplacements, dans sa qualité à combiner avec les coéquipiers et aussi dans les endroits qui sont importants, dans là où il faut être clutch, dans là où il faut finir, où il faut être clinique. Et c'est là où il a été aussi. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est clairement l'homme du match. Il me semble qu'il a dû jouer quasiment tout le match. Il a dû sortir. Il est sorti à la 106e minute à la place de Kamavinga. Et franchement, il n'a pas volé parce que Olise, il a fait un match dantesque. Le but qu'il met, elle est magnifique parce que on termine la première mi-temps, je crois, avec beaucoup de frappes, mais il me semble qu'on termine avec même pas une ou deux frappes cadrées dans la première mi-temps. On termine avec une frappe cadrée première mi-temps. Et si je ne me trompe pas, ça doit être celle de Barcola, où ça combine très bien. Mais dans l'ensemble, le match était vraiment plaisant à regarder parce que offensivement, ça a joué très bien. On sentait que tout le monde poussait vers un seul et unique but, la victoire, mais plus la qualification et revenir de ces 2 buts malheureux contre eux qu'on a pris à match aller. Et dans un Saint-Denis, dans un Stade de France en folie, franchement, ça fait du bien. On sait que le Stade de France, il s'est passé des choses mystiques. Contre l'Ukraine, on perd 2-0 à l'aller, on revient 3-0 avec Mamadou Sakho et les buts qu'on connaît avec Karim Benzema, etc. On sait que ce stade nous pousse, ce stade est mythique, on peut le dire, pour l'équipe de France. C'est vraiment un stade qui nous porte bonheur et il nous l'a encore porté aujourd'hui parce que même si on a eu des contextes qui étaient compliqués, on s'en est relevé, on se qualifie et ils ont poussé. Je pense que le public a aidé à ce qu'on remporte le match. Honnêtement, je pense qu'il n'y a pas de honte à dire que le public a été très bon ce soir, ce qui n'est pas tout le temps le cas au Stade de France, clairement, quand la France joue, mais c'est aussi avec les adversaires des fois qu'on affronte qui sont vraiment pas au niveau. Et là, franchement, c'est pour ça que la Nations League apporte aussi ce petit piquant de se dire, là, si ça c'est un match amical, jamais on vit ces moments-là. Je vais pas dire que j'ai stressé devant les tirs au but, même si c'est mon pays, mais quand j'ai vu Mikey sortir de 3 arrêts, j'étais content parce que je me suis dit, ok, c'est quand même un match qui compte, c'est quand même un match de prestige entre guillemets, parce que même si la Nations League, nous Français, on s'en fout complètement, la Croatie, eux, ils n'ont pas de trophée, ils n'ont pas de Coupe du Monde, ils n'ont pas d'euro, ils n'ont rien. Ça, c'est un trophée, c'est majeur pour eux, c'est méga important à gagner, parce que ça s'appelle la concrétisation d'une génération dorée, avec les Modric, avec les Perisic, avec les Kovacic, avec tous ces joueurs-là qui
termine en Itch avec Rakitic, même s'il est parti, Mandzukic pareil, etc. Subasic aussi, etc. C'est vraiment une génération dorée qui malheureusement n'aura jamais remporté un seul trophée. Ils auront fait des finales, ils auront fait des quarts, des demi, un quart encore une fois aujourd'hui. C'est une équipe qui est très relou à jouer dans les compétitions internationales, qui sont vraiment très chiantes et ils nous l'ont encore prouvé aujourd'hui. Plutôt match aller parce que là aujourd'hui c'était vraiment un sens unique. Et honnêtement, on aurait pu tomber dans le piège parce qu'on remporte beaucoup de duels, on s'impose techniquement, on s'impose physiquement. Ils sont obligés de casser le jeu, de casser le rythme par des fautes et par des temps de possession complètement stériles qui n'apportent rien et aucun danger sur la cage de Mac-Maignan. Et au final, on termine la première mi-temps à 12 frappes, une cadrée, seulement cadrée. Et je pense que ça doit être la frappe de Barcola. Et là, tu te dis, on tombe dans un faux rythme, on peut tomber dans un match où ils sont très solides défensivement. On l'a vu à l'aller, hein, ils ont vraiment un bloc qui est compact. C'est une équipe qui a posé des problèmes au Portugal, notamment avant notre match aller. Ils ont fait un partout, si je ne me trompe pas, ou 2-2. C'est vraiment une équipe qui est relou à jouer, qui défensivement est très solide, qui ont quand même des joueurs qui sont expérimentés. On a un Livakovic, encore une fois, qui a fait des parades extraordinaires parce que je parle de notre manque d'efficacité, mais le tonton, il est pour quelque chose parce que Livakovic, mon pote, il a sorti des parades comme au match aller, là, une frappe sur Mbappé. Il a sorti des. Là, la combinaison côté gauche, Doué. Kama, Mbappé qui fait la frappe comme en Coupe du Monde contre l'Argentine, j'en ai rêvé. Il y a un peu moins d'espace pour se mouvoir en l'air, c'est pour ça qu'il casse sa frappe, mais elle est vraiment sur Livakovic. Mais il sort de grosses parades, je les ai plus en tête, mais je me souviens quand même de grosses parades de Livakovic. Et au final, comme je disais, tu termines le match les 90 minutes avec trois frappes cadrées. C'est le but de Olysée, but splendide à la 51e minute sur un coup franc gratté par Kylian Mbappé qui, dans cette double confrontation, a été top 3 des meilleurs joueurs. Je pense que le top 3 des meilleurs joueurs. Ouf. Bon, je le parlerai après, mais Mbappé a vraiment fait, encore une fois, un match moins, moins fort qu'au match aller, mais il a quand même été très bon aujourd'hui parce qu'il est sur les deux buts. Olysée est buteur et passeur décisif, mais Mbappé provoque le coup franc magnifiquement bien inscrit et bien botté par Michael Olysée. Pied droit magnifique, mais tout en douceur, un bonbon. Le dernier coup franc qu'on avait mis, c'était Paul Pogba. Avant, je crois que c'était peut-être même contre la Russie. Avant la Coupe du Monde contre la Russie, il mettait un coup franc encore une fois magnifique. Le but de Lucas Digne, le coup franc contre l'Italie, il ne compte pas parce que c'est un contre son camp de je ne sais quoi. Bref, dans les stades, ça fait depuis 7 ans qu'on a mis un coup franc. Donc franchement, Olysée a fait du bien. Et la faute est grattée par Kylian Mbappé. Et comme je disais, Olysée a fait un but incroyable. Mais quand je disais qu'Mbappé est inscrit et dans les deux buts, c'est parce que le but de Dembélé, c'est une combinaison Mbappé qui décale à Olysée, qui remet à Dembélé dans la zone préférentielle de Dembélé maintenant cette saison, dans la zone de vérité, même pas ailier, vraiment numéro 9 en finisseur, qui termine pied droit, côté opposé de Livakovic. Et là, tu te dis, c'est fini. Moi, à ce moment-là, je me suis dit, on est même capable de marquer pendant les 90 minutes. On est même capable de marquer avant les prolongations. Et on sait que les prolongations, un match se joue très rarement sur les prolongations. Ça va finir souvent en penalty parce que nous, Français, on a fait le plus dur. On est revenu au score. On a laissé beaucoup de force dans la bataille. La Croatie, ils n'ont pas le bagage technique. Ils n'ont pas le bagage offensif. On a fait sortir Kovacic et Modric, les deux seuls joueurs qui étaient un petit peu menaçants dans leur ressortie de balle, qui arrivaient quasiment souvent à se défaire du pressing. Sans eux, et les tontons, ils sont vieux aussi, il faut les laisser le temps de respirer. Sans eux, je me suis dit, on n'a aucune crainte à avoir parce qu'ils ne nous ont pas mis en danger une seule fois. Et offensivement, il était de plus en plus fatigué à force de défendre. Et on montait tellement en puissance avec Tchouaméni Koné que je me suis dit, à aucun moment, j'ai franchement eu peur de me dire que ouais, on va se prendre à contre. Même Koné, il a 7 duels réussis sur 12. Vraiment, Koné, il est mal noté sur SofaScore, mais Koné, j'ai trouvé qu'il a vraiment fait un match très très solide. Comme je le dis, ils ont tous fait un match qui était appliqué, solide, serein. Il a peut-être été moins en vue, un peu plus dans l'ombre. Mais franchement, ils ont tous fait un match qui était très 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 bon. Il fallait être collectif, il fallait jouer bien. Et ils l'ont fait. Donc franchement, moi j'étais très content de cette victoire parce que tu pars en prolongation où là, tu as l'entrée de Désiré Doué, encore une fois, qui a fait beaucoup de mal. Il y a eu quelques irrégularités techniques, mais franchement, il a fait beaucoup de mal. Il est rentré à la place de Barcola à la 66e minute. Et franchement, il a fait beaucoup de mal. Il a fait beaucoup de mal. Il a eu deux grosses frappes. On cadre 5 frappes dans les prolongations, si je ne me trompe pas. Ouais, on cadre 5 frappes. Et on se rappelle des deux grosses mines de Désiré Doué qui sort de Livakovic. Celle de Dembélé, ne compte pas en frappe cadrée, mais en plus, après la frappe de Doué, elle est détournée par Gvardiol. Et le ciseau, la demi-volée d'Mbappé et deux autres frappes cadrées que je ne me rappelle pas. Mais ouais, franchement, on a fait un gros match. On peut être fier évidemment d'eux. Et on arrive au moment où on arrive au penalty. Où là, vraiment, j'ai stressé zéro. Peut-être que c'était possible par l'enjeu, parce que nous, la Champions League, certes, on s'en fout. Moi, je m'en fous un peu. Donc, je n'étais pas forcément stressé comme c'était un quart d'euro ou comme contre le Portugal. Ouais, le Portugal où j'ai stressé, où Théo Hernandez a marqué. Mais je me suis dit, avec le stade en feu comme ça, avec un Magic Mike qui était sur 6 pénaltys en équipe de France, 3 arrêtés et du coup 3 encaissés, je me suis dit, ok,
Franchement, je suis plus serein qu'avec Hugo Lloris, honnêtement. Et j'ai eu raison parce que la Croatie tire le penalty en premier. C'est Martin Baturina, le petit crack du Dynamo Zagreb, qui tire et il rate. Enfin, il rate pas parce que elle est cadrée. Mais c'est Mac Maignan qui sort ce ballon, qui du coup passe son total positif de penalty avec 7 penalty encaissés. Et, enfin, 7 penalty contre lui, 4 arrêtés, 3 encaissés. Malheureusement, le total, il va être plus lourd parce qu'au final, il a pris 4 penalty dans cette séance. Mais il en sort quand même 2 et un qui est tiré à n'importe quoi. Je me dis, on revient de loin. La Croatie, ils n'ont plus rien dans les bottes. Ça y est, c'est fini. Mbappé, il marque son penalty. Après, Croate, Moreau, il marque son penalty. Aurélien, j'avais encore les stigmates de la Coupe du Monde 2022. Je me suis dit, je me suis dit à moyen. Tchouaméni, pareil. Lucidité, il marque. Ivanovic, il t'envoie une chouquette, mon pote, mais dans les tribunes. Et là, je me dis, on est quand même à 2-1, alors que c'est eux qui ont tiré en premier. Donc, on peut être à 3-1 après le troisième tir au but des deux équipes. Donc, t'as les 9 orteils qui sont en demi-finale. Jules Koundé qui s'élance et Jules Koundé qui tire et qui tire juste à côté. Et ouais, mais Jules, en même temps, frère, Kylian et Aurélien, ils t'ont montré comment on fait. Demotrian, ils t'ont montré comment tirer. Et toi, tu tires comme ça. Bon, en même temps, je peux lui jeter la pierre parce que il fait un match solide aujourd'hui, mais tout comme les défenseurs tout comme les joueurs qui sont été solides défensivement dans ce match, je peux lui en vouloir. Il rate son penalty, ça arrive à tout le monde. C'est très mal tiré, c'est très mal négocié. Ça redonne de l'allant offensif et un peu de confiance à la Croatie. Pasalic qui marque, Randal qui marque, Jakic qui marque pour la Croatie. Le tireur décisif, Théo Hernandez qui tire comme contre le Portugal pour les qualifications. Je me suis dit, je suis assez serein, même s'il y a un manque de confiance avec l'AC Milan. Je me suis dit, il fait quand même un match qui est plutôt solide. Est-ce qu'il va faire toute sa patate ou est-ce qu'il va essayer de cadrer? Il met toute sa patate, il tire au-dessus. Et là, les cartes sont complètement battues parce que tu passes d'une séquence où, sur Flashcore, c'est beau parce que tu passes d'une séquence où tu peux mener de 3-1 à au final, tu te fais remonter à égalité. Kaitatsar qui marque. Et là, si on rate, on est éliminé. C'est Désiré Doué. Ce mec, il a vraiment un truc. Il a vraiment un aura autour de lui. Parce que là, le mec, s'il rate, il prend ses coronets sans main, il pose le ballon. S'il rate, c'est fini. Certes, c'est pas un Euro, c'est pas un Kylian Mbappé contre la Suisse, c'est pas de la Coupe du Monde. Ça, c'est un match à enjeu. Donc, tu sais que tu joues pour l'équipe de France. Si tu rates ce penalty, dans le journal de 20h, ils vont parler que tu as raté le penalty, tu auras beaucoup de trucs dans ta gueule. Et non, il porte ses couilles à 19 ans. Il a fait une grosse entrée, comme à l'aller. Il met le ballon au sol, il botte et il marque. Et là, je me suis dit, ok, on va voir le prochain tireur. Stanisic qui frappe et c'est détourné par Mac Maignan. Et là, je me suis dit, heureusement que Magic Mike est là, puisqu'il en sort deux. Et en plus, il en sort deux. Upamecano, moi, Upamecano, j'ai même envie de le mettre dans la miniature, parce qu'Upamecano, il a fait un match qui a été d'une solidité défensive, mais la complémentarité avec Saliba, je me demande même si un des deux s'est déjà fait passer. Je pense pas, parce qu'ils ont été très faibles à Croatie offensivement. Mais Upamecano, même balle au pied, il a trouvé des angles de passe, même à l'aller. Enfin, quand il est rentré à la mi-temps, premier ballon qui touche, bam, ballon qui casse de ligne, porté vers l'avant sur Mbappé qui décroche. C'est ce que j'attendais de Upamecano. Et aujourd'hui, il fait un gros match encore une fois. Il a touché 150 ballons, 97% de passes réussies, 6 passes en profondeur, donc 5 qui ont réussi, une passe clé, un centre qui était cadré, qui était dangereux. Franchement, ça a été un match qui était très complet, balle au pied, aucune irrégularité défensive, aucun moment il s'est fait passer, aucun moment il a été stérile. Il me semble que c'est à peu près pareil pour Saliba. Quand on le voit, la hitmap de Saliba et de Upamecano, tu comprends vraiment que le jeu penchait à droite, mais que surtout aussi, tu étais vraiment en siège dans la zone de la Croatie, clairement, parce que quand je relâche, je suis en train de regarder les hitmaps de Koundé, de Théo Hernandez, vraiment tout est porté vers l'offensive. Et c'est logique parce qu'on les a complètement asphyxiés, parce qu'on les a complètement démolis, et on mérite amplement cette victoire. Est-ce qu'il y a besoin de le dire? Je pense pas. Je pense que je vais dire mes tops et mes flops de ce match. Olysée, MVP, avec Tchouaméni et Upamecano dans le match. Honnêtement, j'ai adoré. Je peux pas parler de Dembélé, mais Dembélé a aussi fait un gros match. Il est buteur et c'est lui qui met le deuxième but. C'est un but qui est très important. Il a été très bon aujourd'hui, Dembélé. Je vais aller voir ses stats en rapide. Il a joué 99 minutes. Il a deux duels au sol remportés. 26 pertes de balles. Ah ouais, après, ça, on sait que c'est un joueur qui provoque beaucoup. Donc ça, on peut voilà, lui laisser passer. Mais c'est vrai que Dembélé, cette double confrontation, il n'est pas top. Le match est quand même beaucoup mieux aujourd'hui. Mais j'ai envie de vous dire que c'était très compliqué de passer en dessous dans ce match. Même Barcola qui était un peu plus dans l'ombre. Et je crois qu'il est sorti assez tôt d'ailleurs. Barcola, il doit sortir. Je crois qu'il sort, non, il sort dans la prolongation, je crois, Barcola. Barcola, c'est le premier qui sort à 66e minute.
Barcola était peut-être un peu plus dans l'ombre, mais c'est aussi pour les essais des doués. On sait que c'est les deux du Paris Saint-Germain qui sont un peu en concurrence. Ils le seront aussi en équipe de France, donc on espère qu'on pourra en tirer le meilleur d'eux. Mais c'est vrai que j'étais content de ce match parce que c'est ce qu'a de l'équipe de France. Ils ont vu, ils se sont fait violence. Ils savent qu'ils ont fait un match mauvais à l'aller, très mauvais. Donc on attendait une réaction, on l'a eu avec la meilleure des manières parce qu'on gagne et parce qu'on se qualifie. Maintenant, les demi-finales, ça sera autre chose. Ça sera contre tes bourreaux à l'Euro, les champions d'Europe en titre, l'Espagne. Même si c'est ce qui paraît, les deux matchs qu'ils font contre les Pays-Bas, c'était nul à chier. On verra bien ce que ça va donner. Je vais regarder les petits replays en attendant. Mais c'est vrai que ça va être une grosse Ligue des Nations parce que du coup, demi-finale, ça sera Allemagne-Portugal. Donc, ouais, c'est vrai que c'est quand même peut-être les quatre meilleures équipes d'Europe à l'heure actuelle. Donc, ça va faire du bien. Retour en juin, du coup, pour voir. On ne sait pas encore sur les calendriers. On le saura peut-être plus tard. Si je devais mettre un web flop de la double confrontation, sur tous mes tops, moi, je pense que je mettrais Mbappé dans les tops parce que, mine de rien, le premier match, il a été le meilleur français. Dans ce deuxième match, il a peut-être été un peu moins visible. Et encore, il a quand même touché beaucoup de ballons. Surtout, il est à l'origine des deux buts. Je mettrais Olysée parce que l'impact qu'il a eu dans ce deuxième match était franchement dantesque. Et honnêtement, je pense que je ne mettrais pas Mécano parce que. Et en quatrième, Tchouaméni quand même. Parce que Tchouaméni fait un gros deuxième match. Premier match quand même assez solide, mais au Mécano, c'est l'entrée qui fait la différence lors du premier match parce que défensivement et offensivement, il est beaucoup plus serein que Konaté. Dans ce deuxième match, il marque le penalty vainqueur. Il est solide défensivement. Il a une qualité de pied qui est incroyable et une lucidité. Donc, ouais, pour moi, c'est mes 3, mes 4 top. Même s'il y a quand même beaucoup de joueurs qui ont été très bons sur le rassemblement. On fera les comptes à la fin. On verra en juin si on va pouvoir battre l'Espagne en double confrontation. Ça va être un match qui sera vraiment passionnant à regarder. Et c'est pour ça aussi que la Nations League peut être utile lors de ce genre de configuration face à des grosses équipes qui sont vraiment intéressantes à avoir joué. En tout cas, les amis, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. On se retrouve sûrement dans quelques jours pour le débrief, ou plutôt pour la conclusion de ce que je vais faire des joueurs du Real Madrid qui étaient dans la trêve, donc pour voir leurs résultats, leurs performances. J'ai vu beaucoup de matchs de nos Madrilènes, donc il y en avait 16 qui sont partis, je crois, donc on verra, il y a certains qui n'ont pas joué du tout. Donc on va en parler de ça calmement avant de repartir pour un sprint final de la fin de cette saison qui était franchement très très patiente à suivre. Il reste encore plein de choses, on est qu'en quart de Ligue des Champions, en Liga il y a tout à jouer, en Coupe du Roi il y a tout à jouer, on rabat les cartes et tout est reparti pour la fin de saison qui sera vraiment incroyable.